Pendant des décennies, la République islamique a dit à son peuple que la Chine représentait l'avenir. Les gardiens de la révolution ont bâti toute leur stratégie de survie économique autour de l'argent chinois. En fait, 97% du pétrole iranien était exporté vers la Chine avant le début de cette guerre. La flotte fantôme, les raffineries clandestines, les circuits en crypto-monnaie et les réseaux bancaires sanctionnés, toutes ces solutions de contournement du régime reposaient sur l'idée que la Chine serait toujours là. Mais à cause des attaques iraniennes dans le détroit d'Ormuz, des usines ferment désormais en Chine et des manifestations éclatent dans les rues. Ce n'est vraiment pas quelque chose de courant. C'est pourquoi, tout récemment, le président chinois Xi Jinping a publiquement appelé la Chine à ouvrir le détroit d'Ormuz. Le plan de l'Iran se retourne complètement contre lui, et les gardiens de la révolution implorent maintenant un accord. Ils exigent la levée du blocus américain, et sont prêts à tout offrir en échange. Hier encore, les gardiens de la révolution ont en fait envoyé un accord de paix secret aux États-Unis qui permettrait d'ouvrir le détroit d'Ormuz en un rien de temps. Mais avant de parler de l'accord de paix, voyons ce qui se passe exactement en Chine et pourquoi Xi Jinping se retourne contre l'Iran. 4 usines de jouets à Guangzhou ont fermé le même jour, laissant près de 10 000 ouvriers sans emploi du jour au lendemain. Le pire, c'est que ces ouvriers n'avaient pas été payés depuis des mois, et maintenant l'usine est fermée. La fermeture est survenue, alors que le coût du plastique, fabriqué à partir de pétrole et de gaz naturel, a grimpé en flèche après le ralentissement du trafic dans le détroit d'Ormuz, à cause des attaques du CGRI contre des navires civils. Déjà, l'industrie chinoise du jouet subissait une pression énorme à cause de la hausse des coûts. Mais cette guerre l'a poussée à bout. Les ouvriers, sans salaire depuis 2 ou 3 mois, manifestent maintenant dans la rue pour réclamer le paiement de leurs arriérés et leur future rémunération. Ce n'est pas un incident isolé. Nous voyons des fissures apparaître partout dans l'économie chinoise. D'abord, il y a les ventes de voitures, qui ont chuté en mars et ont encore baissé en avril. Ensuite, les restaurants et les hôtels voient moins de clients, car les ménages deviennent plus prudents. Puis, il y a les usines. Et je ne parle pas seulement des usines de jouets, mais des usines en général qui ralentissent à cause de la baisse des ventes. Les voitures ne quittent pas les concessions. Cela signifie que les usines ne peuvent plus produire comme avant. Et cela veut dire que les aciéries ralentissent. Et cela veut dire que tout ce qu'utilise une usine automobile, tout ralentit. Je me concentre sur l'automobile, car ce sont les seules données récemment publiées par le gouvernement chinois. Nous n'avons pas d'autres éléments pour comparer la situation. Bien sûr, je ne veux pas donner l'impression que la Chine est le seul pays à souffrir de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est clairement pas le cas. Je veux souligner ces nouvelles données de Chine, car depuis des semaines, certains disent que la Chine gagne une guerre commencée par les États-Unis. Alors qu'en réalité, ce n'est tout simplement pas vrai. Dès le début, les responsables chinois savaient dans quelle situation ils se trouvaient. Et c'est pourquoi ils n'ont jamais clairement affiché leur soutien à l'Iran. Ils ont toujours été prudents et ont toujours exhorté l'Iran à ne pas mener d'attentats terroristes contre les pays du Golfe. Bien sûr, cela a surpris beaucoup de gens qui pensaient que l'Iran et la Chine étaient comme des amis inséparables, des alliés pour toujours ou quelque chose comme ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, la Chine achète beaucoup de pétrole iranien. Environ 11% des importations de pétrole chinoises proviennent d'Iran. Mais d'un autre côté, l'Iran est complètement dépendant de la Chine. Comme je l'ai dit au début, 97% des exportations de pétrole iranien vont vers la Chine. Mais du point de vue chinois, ils sont bien plus dépendants des autres pays du Golfe que de l'Iran. Vous voyez, environ 40% du pétrole importé par la Chine provient d'autres pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, le Qatar. Ils ne veulent pas risquer leurs alliances avec le Golfe simplement pour soutenir l'Iran. Et c'est pourquoi, tout récemment, en fait, Xi Jinping a ouvertement appelé l'Iran à ouvrir le détroit d'Ormuz. Regardez, voici la déclaration. Et cette déclaration a été publiée le même jour où l'usine de jouets a commencé à fermer. Xi Jinping appelle l'Iran à ouvrir le détroit d'Ormuz, affirmant que cela correspond à l'intérêt commun des pays de la région et de la communauté internationale. Ceci est un autre exemple montrant que l'Iran dépend bien plus de la Chine que l'inverse. La Chine, en revanche, dépend beaucoup plus spécifiquement du détroit d'Ormuz. Ils veulent que chaque pays puisse utiliser le détroit d'Ormuz. Ils ne veulent pas que l'Iran contrôle le détroit comme s'il s'agissait de leur péage privé. Maintenant, malheureusement pour les responsables iraniens, ce n'est pas le seul problème auquel ils doivent faire face. Ils veulent bien sûr garder les dirigeants chinois satisfaits.
Mais en ce moment, ils sont bien plus inquiets par quelque chose qui se passe à l'intérieur même de l'Iran, et qui se produit à un rythme très rapide. C'est le blocus américain, et les réservoirs pétroliers iraniens qui arrivent à saturation. Hier, nous avons expliqué à quel point la situation devenait presque désespérée, au point que les Iraniens ressortaient ces pétroliers, qu'ils avaient mis hors service, et les utilisaient maintenant comme des dépôts de pétrole flottants. Ils remplissent les pétroliers, et les laissent flotter dans le golfe Persique, comme stockage temporaire, je crois. Je ne connais pas le terme exact. Même ainsi, leur marge de manœuvre reste faible. C'est pourquoi ils reviennent à des méthodes plus anciennes. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ressortent d'anciens réservoirs de pétrole, des stockages qui ne sont normalement plus utilisables, mais ils les utilisent quand même, juste pour prolonger la survie de leurs champs pétrolifères. Comme vous le savez probablement déjà, l'Iran ne veut pas fermer ses champs pétrolifères, et c'est pourquoi ils essaient de trouver n'importe quel moyen de repousser cette décision le plus longtemps possible. Maintenant, en plus de cela, un autre rapport venant d'Iran indique que les Iraniens brûlent désormais leurs réserves de pétrole, en gros, leurs produits pétroliers, pour s'assurer de ne pas avoir à arrêter la production. Les torchères pétrolières brûlaient fortement au Kazakhstan, en Iran dimanche, polluant l'atmosphère. Ces images apparaissent alors qu'un blocus naval américain est signalé, et que des spéculations indiquent que le remplissage des stocks de pétrole augmente le torchage pour gérer la production. Maintenant, pour donner un peu de contexte à cette situation, les raffineries de pétrole brûlent généralement toujours certaines substances. Habituellement, du gaz naturel sort lors de l'extraction du pétrole. Ils le brûlent en haut et le laissent s'échapper dans l'atmosphère. On voit ça partout au Texas, surtout à Houston. Mais beaucoup de gens affirment maintenant que le torchage iranien a considérablement augmenté depuis la mise en place du blocus américain. Et on suppose que les Iraniens brûlent leurs produits raffinés. Ils brûlent du pétrole ou autre pour libérer de la place pour stocker le pétrole qu'ils extraient, à la place de ce qu'ils brûlent maintenant. Je vais être honnête, c'est l'un de ces rapports dont je me méfie un peu parce que les champs pétrolifères produisent énormément de pétrole. Vous ne pouvez pas brûler autant de pétrole avec seulement 2, peu importe comment ça s'appelle, cheminées. Il est donc peu probable que l'Iran fasse cela. Peut-être est-ce autre chose que je ne comprends pas. Ceux qui connaissent mieux l'industrie pétrolière peuvent commenter ci-dessous. Mais c'est là que cela devient flou, car tous les signaux venant d'Iran sont positifs pour les États-Unis. Il semble que le régime iranien approche d'un point de rupture, où il doit prendre une décision concernant sa production pétrolière et ses champs pétrolifères. Mais personne ne sait exactement quand les capacités de stockage iraniennes seront saturées, et personne ne sait comment ils s'adaptent, ni comment ces adaptations vont influencer le moment où les réserves seront pleines. Les estimations sur le moment varient beaucoup. Hier, le président Trump a affirmé que l'Iran n'avait que 3 jours. Écoutez. Mais ce à quoi vous faites référence, c'est lorsque vous avez, vous savez, des quantités énormes de pétrole qui circulent dans votre système. Si pour une raison cette ligne est fermée, parce que vous ne pouvez pas continuer à le mettre dans des conteneurs ou des navires, ce qui leur est arrivé, ils n'ont pas de navire à cause du blocus. Ce qui se passe, c'est que cette conduite explose de l'intérieur, à la fois sur le plan mécanique et dans le sol. Il se passe quelque chose qui fait que ça explose tout simplement. Ils disent qu'il ne leur reste qu'environ 3 jours avant que cela n'arrive. Et quand ça explose, tu ne peux jamais, quoi qu'il arrive, tu ne peux jamais le reconstruire comme c'était avant. En d'autres termes, ce sera toujours, si tu le reconstruis, c'est difficile de tout reconstruire, mais ce ne serait qu'environ 50% de ce que c'est actuellement. Donc c'est quelque chose de très puissant qui se produit. C'est en quelque sorte lié à la nature. Mais quand ça se bouche à la fin, en d'autres termes, quand tu dois l'arrêter, parce que tu n'as nulle part où stocker ce pétrole, soit tu le mets sur des navires, soit dans des réservoirs de stockage, et ils sont presque pleins. Quelque chose de très mauvais va arriver, je pense qu'ils sont sous pression. D'autres experts estiment que cela pourrait durer 2 ou 3 semaines, sans compter ce que l'Iran fait, comme utiliser d'anciens pétroliers, et remettre en service des réservoirs de pétrole. Donc cela devrait donner un peu plus de marge de manœuvre à l'Iran, mais ce n'est pas énorme. Donc il est possible que l'Iran atteigne bientôt le point de rupture, peut-être dans 1 semaine ou 2. Un autre signe que l'Iran approche de ce point, est qu'il a proposé hier aux États-Unis un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Voici la nouvelle proposition. L'Iran a proposé aux États-Unis de rouvrir le détroit d'Ormuz et de mettre fin à la guerre, tout en reportant les négociations nucléaires à plus tard. La raison en est que la direction iranienne est encore divisée sur les concessions nucléaires que l'Iran est prêt à offrir.
Cette proposition permettrait de contourner ce problème et d'aboutir plus vite à un accord. Voici maintenant le problème du point de vue des États-Unis. Si les États-Unis lèvent le blocus et mettent fin à la guerre, quels leviers ont-ils pour amener l'Iran à abandonner son uranium enrichi et aussi à suspendre complètement l'enrichissement? Ce sont les deux principaux objectifs de la guerre. Donc si l'Iran n'est pas prêt à céder cela maintenant, je doute que les États-Unis mettent fin à la guerre ou même lèvent le blocus. D'après ce tableau, il va y avoir une grande réunion, une réunion de crise aujourd'hui à la Maison-Blanche, et l'administration va rassembler tous les membres du cabinet pour discuter du sérieux de cette offre et de la manière d'y répondre. Je rappelle que l'Iran cherche désespérément un accord. Le ministre des Affaires étrangères est allé au Pakistan, affirmant ne pas vouloir rencontrer les États-Unis, mais que cela pourrait arriver plus tard, puis il s'est rendu à Oman. Et entre-temps, le président Trump a annulé le voyage que Steve Witkoff et Jared Kushner étaient sur le point de faire à Islamabad pour rencontrer les Iraniens. Le ministre des Affaires étrangères est retourné au Pakistan pour permettre le voyage et organiser une rencontre avec les États-Unis. Il semble qu'au cours de ce voyage, ou de cette seconde rencontre avec le Pakistan, l'Iran ait proposé un nouvel accord aux États-Unis, celui que nous venons d'évoquer. Donc, l'Iran veut clairement un accord. Et maintenant, la question est de savoir ce qu'ils sont prêts à offrir, pour obtenir une sorte d'accord à long terme. Une autre chose qui sera discutée lors de la réunion dans la salle de crise, c'est le cessez-le-feu. Il y a environ 5 jours, le président Trump a prolongé le cessez-le-feu pour 3 à 5 jours. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Donc les États-Unis doivent décider. Veulent-ils le prolonger à nouveau? Ou veulent-ils reprendre la campagne de bombardement sur l'Iran? Heureusement, des responsables iraniens partagent déjà ce qu'ils pensent qu'il va se passer. Selon Mohammad Larazani, il est le frère de Larazani qui est récemment décédé. Les chances que la guerre reprenne sont inférieures à 60%, ce qui est une façon très particulière de dire qu'il est plus probable que la guerre reprenne que l'inverse. Parce que même si les chances que la guerre reprenne sont de 59%, cela reste supérieur à 50%. Il est donc plus probable que les Iraniens croient que la guerre va reprendre très bientôt. Seul le temps nous dira ce qui va se passer. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Dès que nous aurons plus d'informations sur ce qui se passera lors de cette réunion dans la salle de crise, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dans une prochaine vidéo. On se retrouve donc à ce moment-là. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et voir comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne signifie pas simplement revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties, sorti aujourd'hui. Si l'histoire de l'Iran vous intéresse et que vous voulez comprendre la situation actuelle, allez-y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description ou simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche. En gros, en cliquant sur la vidéo qui est sur votre écran.